Bonjour à tous, merci pour cette invitation à venir à la fois présider et participer aux interventions de cet après-midi. Donc, je m'appelle Pascal Hendrix, je suis à l'ANSES en tant que responsable d'une unité de surveillance épidémiologique. Donc, ça tombe bien, c'est ce dont je vais vous parler. Et en même temps, je fais partie de l'équipe de coordination de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, dont je dirai également quelques mots. Alors, à l'occasion de cette invitation, je me suis posé la question de savoir déjà qu'est-ce que j'allais vous raconter, qu'est-ce qui pourrait être éventuellement intéressant sur, je dirais, un domaine aussi large que l'épidémiologie et la surveillance. Et donc, j'ai pris un parti pris qui était de dire que j'allais essayer de faire passer 2 ou 3 messages sur ce que je considère, moi, comme étant important à prendre en considération en matière d'épidémiologie et de surveillance. Et donc, comme le titre l'indique, ne jamais oublier en fait que l'épidémiologie et la surveillance, c'est collecter de la donnée pour en faire quelque chose, c'est-à-dire pour être un support à l'action. Donc à la limite, si vous avez un peu sommeil, vous pouvez déjà vous endormir parce que l'essentiel du message, il est là et il est donc dans ce titre. Alors, pour développer un petit peu quand même, pour ceux qui veulent bien, donc 15 minutes, je demande à Jean-Yves d'être vraiment dur avec moi. Hein. C'est-à-dire si je dépasse, parce que j'ai tendance à parler, si je dépasse, tu n'hésite pas, la petite sonnerie, parce que cet après-midi, on va être intraitable avec tous ceux qui seront en retard, donc il faut que j'essaye de montrer le bon exemple. Donc l'épidémiologie, c'est l'étude des maladies et des facteurs de santé dans une population. Alors on peut difficilement faire plus large comme définition, d'autant plus que quand on dit ça, en fait, on dit simplement que l'épidémiologie s'intéresse à quasiment tout. S'intéresse quasiment toutes les maladies, dans toutes les espèces, les chevaux, hein, vous avez vu, j'ai mis une petite image de cheval en premier, mais il y a évidemment les bovins, il y a les oiseaux, les huîtres, hein, ça ne se reconnaît pas bien, mais on pourrait citer comme ça toutes les espèces de la création, et puis tous les facteurs qui influent également sur la santé, c'est-à-dire on inclut également évidemment les vecteurs. Mais c'est évidemment pas que les animaux, c'est aussi les hommes, et quand on a dit toutes les maladies, c'est pas seulement les maladies contagieuses, les maladies parasitaires transmissibles, c'est aussi des maladies du type obésité, hein, qui rentrent dans le cadre des études de l'épidémiologie. Il y a des gens qui font de l'épidémiologie des accidents de la route. Donc c'est vraiment un domaine qui est hyper vaste et qui s'intéresse à l'aliment, qui s'intéresse au végétal. Nous travaillons sur l'épidémiologie des maladies des végétaux, hein, en santé végétale. C'est très proche d'ailleurs de l'épidémiologie en santé animale. En tout cas, il y a beaucoup de choses communes. Et puis, ça va jusqu'à s'intéresser également aux contaminations chimiques. Donc, l'épidémiologie, c'est quelque chose de relativement large et qui a une approche très globale. C'est-à-dire que ça s'intéresse d'une part à la population, aux populations, notamment les populations d'espèces réceptives, et ça s'intéresse à tout ce qui va rentrer en lien avec ces populations-là, c'est-à-dire d'une part les populations d'agents pathogènes, et on parle également de populations caractérisées par un certain nombre de variables qui sont indiquées ici, comme la résistance à certaines choses, hein, puisqu'on parlera d'antibiorésistance, de tropisme d'organes et tout ça. Et puis ça s'intéresse également au milieu dans lequel à la fois les récepteurs et puis les pathogènes interfèrent, c'est-à-dire le milieu dans son ensemble. Donc l'épidémiologie va essayer de mettre tout ça en lien. Alors, il y a une chose importante à considérer quand on parle d'épidémiologie, c'est que j'ai parlé de population depuis le début, c'est-à-dire qu'on oppose, enfin on n'oppose pas, mais en tout cas on met en regard de la notion de population la notion d'individu. Et très souvent, je pense qu'il y a pas mal de vétérinaires dans la salle, hein, quand on s'intéresse à la médecine vétérinaire, on a souvent une approche qui est très individuelle. Hein. Il y a, comme le médecin souvent d'ailleurs, hein, il y a un animal qui est malade, il faut le soigner. On a une approche réellement sur l'individu. Eh bien, la population, l'épidémiologie, elle va s'intéresser essentiellement
à la population. Et ça, c'est un élément important à considérer parce que, bien évidemment, la population, on n'a pas toujours sous la main toute la population. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, on va chercher à caractériser, comme le dit la définition, l'évolution d'une maladie dans une population. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre d'indicateurs. Et on n'a pas toujours l'ensemble de la population sous la main, ce qui veut dire qu'on va travailler en fait souvent sur un échantillon de cette population. Et c'est au moment où on va passer de la population à l'échantillon que là, ça y est, il commence à y avoir des grains de sable qui se mettent dans les rouages quand on essaie de caractériser ce qui se passe. Et que donc, ce passage de population à individu est particulièrement délicat à aborder. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler d'échantillonnage, et on va bien évidemment pas du tout parler de statistiques, mais quand on parle d'épidémiologie et de population, là, si on représente une population par ce grand rond bleu avec les petits points blancs qui sont les individus dans cette population, on a une taille de population qui est souvent relativement grande. Et puis quand on parle d'échantillons, hein, qu'on va choisir ou qu'on va tirer au sort ou qu'on va nous donner dans le cadre de cette population, qui est caractérisée par une taille de population, eh bien, faisant ce passage de la population à l'échantillon, se pose un premier problème, c'est celui de la représentativité. Alors on ne va pas parler, évidemment, vous savez tous, hein, quand on fait une enquête, on fait un tirage au sort et tout ça, donc ça c'est relativement classique pour avoir une représentativité. Mais souvent, quand on parle d'épidémiologie et de surveillance, on parle de choses qui ont été observées sur un échantillon de la population, et très très souvent, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que ça représente réellement. Est-ce que ça représente vraiment la population totale? Est-ce que ça représente un sous-ensemble de cette population totale? Et ça, on passe ça souvent sous silence parce que souvent c'est un point difficile. Et je dirais, s'il y avait un message, je pense que c'est une question qu'il faut régulièrement se reposer chaque fois qu'on regarde des chiffres qui sont donnés par des personnes qui font des présentations en matière d'épidémiologie. Donc sur cet échantillon de population dont on ne sait pas ou dont on sait qu'il est représentatif, on fait un certain nombre d'observations. C'est mes points rouges, là. Des animaux malades, par exemple. Et bien, à partir de là, on va sortir le cœur du réacteur de l'épidémiologie, c'est-à-dire les indicateurs épidémiologiques. Un indicateur, c'est ça qui fait vivre l'épidémiologie. L'épidémiologiste, il se lève le matin juste pour pouvoir calculer les indicateurs. Et donc, il faut avoir présent ça à l'esprit. Tant qu'il n'a pas son indicateur, l'épidémiologiste n'est pas satisfait. Donc c'est ça qui le fait vivre, et donc c'est de la qualité de cet indicateur que va dépendre la qualité de ce qu'on va pouvoir en ressortir. Et donc ce P de nombre d'individus qui sont infectés, j'aurais pu l'appeler I ou Z, hein, ce P d'individus infectés qui nous sert à calculer cet indicateur, eh bien, il est confronté à plusieurs types de problèmes. D'une part, vous voyez qu'à côté des ronds rouges sont apparus des ronds oranges qui sont des individus qui étaient infectés mais qu'on n'a pas détectés. Donc, le premier ennemi de l'épidémiologiste, c'est le manque de sensibilité de ces observations. Et ça, c'est extrêmement fréquent. On sait bien que tous les éleveurs n'appellent pas toujours un vétérinaire quand ils ont un animal malade. Tous les vétérinaires ne déclarent pas les observations qu'ils font. Et puis, toutes les analyses de laboratoire ne sont pas sensibles à 100%. Donc, évidemment, on a un défaut de sensibilité qui va handicaper fortement notre indicateur. Et puis, on a un autre défaut souvent important, qui est celui de la spécificité. C'est-à-dire qu'il y a des ronds rouges, et on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas des ronds rouges, ce n'est pas des animaux qui étaient infectés. On s'est trompé, soit parce qu'on a fait une mauvaise détection clinique, soit parce qu'on a eu un problème, soit parce que le test de laboratoire n'est pas spécifique. Et donc, du coup, on a surestimé notre indicateur. Je dirais que c'est l'un des... En tout cas, c'est le deuxième, ou peut-être le troisième si je mets la représentativité, ennemi de l'épidémiologiste. Retenez peut-être juste ça, représentativité, sensibilité, spécificité. C'est vraiment les trois éléments qui vont faire que les chiffres qu'on va sortir derrière veulent dire quelque chose ou pas, et que notre fameux indicateur, celui qui fait vivre l'épidémiologiste, est de bonne qualité ou pas. Donc, j'ai parlé d'épidémiologie. Si je restreins un petit peu mon champ, parlons un petit peu de surveillance épidémiologique. Parce que qui dit indicateur, ce petit indicateur que j'ai présenté, qui permet de représenter des prévalences, des incidences, eh bien, c'est ce qui est dans le cœur du réacteur de la surveillance épidémiologique. Vous avez une longue définition ici, qui peut être résumée de la manière suivante, c'est que l'épidémiologie a pour objectif de décrire l'évolution d'une maladie dans l'espace et dans le temps. Quand on dit décrire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça ne veut pas dire?
Ça ne veut pas dire expliquer. Ça ne veut pas dire expliquer. Donc ça, c'est une chose importante aussi à prendre en considération. On veut souvent faire dire beaucoup plus de choses que l'on ne devrait à l'épidémiosurveillance en cherchant à lui faire expliquer des phénomènes. Alors que bien souvent, elle est juste capable de les décrire. Elle peut éventuellement donner des hypothèses, mais pour l'expliquer, il va falloir faire appel à d'autres domaines de l'épidémiologie, qui sont les domaines de l'épidémiologie analytique. Et puis le dernier élément, et c'est là où je voulais en venir cet après-midi, c'est que dans la définition de l'épidémiosurveillance, il y a en vue de l'adoption de mesures appropriées de lutte. Et l'adoption de mesures appropriées de lutte, ça veut dire qu'il faut que ça serve à quelque chose. Et ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans le domaine de l'épidémiosurveillance, et je peux vous dire qu'il y a énormément de dispositifs de surveillance qui produisent de la donnée, qui produisent des graphiques, qui produisent un certain nombre de choses, mais qui sont très très largement sous-utilisés. Je ne veux pas dire qu'ils servent à rien, parce qu'ils pourraient servir à quelque chose, mais il manque souvent ce petit delta, cette petite chose qui fera qu'un utilisateur va se servir des résultats de l'épidémiosurveillance pour en faire quelque chose. Donc posons-nous chaque fois la question, quand nous réalisons une action d'épidémiosurveillance, à quoi ça sert, comment ça va être utilisé et comment est-ce qu'on va pouvoir faire progresser l'action avec ces résultats-là. L'une des premières méthodes pour réussir ça, c'est les objectifs. Ça paraît évident, hein, il faut des objectifs quand on fait quelque chose. Or, l'épidémiosurveillance a des tas d'objectifs possibles, dépister, alerte précoce, voir une prévalence, identifier, enfin reconnaître, avoir une reconnaissance officielle de zone indemne, évaluer des actions de lutte. Mais très, 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 très souvent, en fait, les objectifs sont restreints au fait de dire on va décrire l'évolution de quelque chose. Or, produire de la donnée pour la produire, ce n'est pas une fin en soi. C'est l'utilisation qu'on va en faire derrière qui est une fin en soi. Et ça, c'est éminemment difficile. Hein. Ça paraît évident quand on le dit, mais fixer des objectifs, souvent pour certaines maladies, pour certains dispositifs de surveillance, c'est éminemment difficile pour qu'il y ait derrière une application à l'action. Donc réellement, se poser la question, mon indicateur que j'ai déjà du mal à calculer, à quoi il va me servir derrière pour l'action. Pour qu'il serve, il faut pouvoir l'utiliser en matière d'analyse de données. Vous avez ici la distribution des mortalités de poulains et puis de mornais. Je ne sais plus si c'est dans une région française ou au niveau national. Vous voyez que ce sont des données qui sont issues d'équarrissage dans le cadre d'un stage qu'on a pu encadrer avec le laboratoire de Dozulé. Et donc, vous voyez que dans ces courbes-là, si on fait de la modélisation, de l'analyse de données, on voit des tendances et que l'analyse adaptée et pertinente des données permet d'éventuellement utiliser ces données-là pour l'action, c'est-à-dire que si on utilise ça dans le temps, on pourra détecter des décrochages et éventuellement faire conduire des enquêtes spécifiques pour identifier précisément l'apparition d'une maladie. Mais tant qu'on ne va pas jusque-là, tant qu'on ne va pas jusqu'à l'action de quelqu'un qui va prendre l'alerte et qui va être en mesure d'aller sur le terrain, eh bien notre surveillance, là, elle ne sert à rien. On a fait de jolies courbes, on s'est fait plaisir en termes d'analyse de données, on s'est fait plaisir avec des statisticiens et tout ça, mais derrière, en termes d'action, ça n'a servi à rien. Donc il faut vraiment faire attention à ça, à la qualité des données, à leur suivi, à leur comparaison, derrière, pour faire en sorte que des décisions puissent être prises de manière appropriée. Alors pour que la décision soit prise, eh bien, il faut mettre tout le monde dans la même salle. Comme on est ici, il faut mettre tout le monde autour du même sujet. Et là, c'est un exemple qui n'est pas fictif, hein, parce que j'ai pris la plupart des acteurs de la santé des équidés, et je les ai mis tous ensemble pour dire que de toute façon, peu ou prou, ils ont tous une intervention en matière de surveillance épidémiologique. Et la magie, entre guillemets, en tout cas le savoir-faire de la surveillance, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc il y a des méthodes pour ça. Je ne veux pas dire ça au président du RESP qui connaît ça aussi bien, mieux que moi. Tout ça, ça relève de technique, de savoir-faire, d'organisation. Mais c'est absolument essentiel si on veut que notre indicateur avec lequel on s'est levé le matin
eh bien, le soir, ils servent à quelque chose en matière d'action. Et puis, il y a un autre niveau d'intégration qui est possible, parce que faudra me croire sur parole, mais globalement, tous les dispositifs de surveillance, que ce soit en France ou ailleurs, je dirais même plus, que ce soit dans le domaine de la santé animale, de la santé végétale ou de l'aliment, n'ayons pas peur, fonctionnent tous un petit peu de la même manière. Et donc, on a tout intérêt à mutualiser les modalités, à mutualiser en tout cas un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'outils pour faire progresser les activités en matière de surveillance épidémiologique. C'est exactement ce qui a été fait en matière de santé animale dans le cadre de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, qui a mutualisé les activités dans le cadre d'un certain nombre de filières. Les chevaux ne sont pas encore dans cette plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Personnellement, je milite fortement pour que la filière équine y soit intégrée, et je ne suis pas le seul, hein, et très vraisemblablement, l'intégration de la surveillance en santé équine dans le cadre de la plateforme lui permettra eh bien, à la fois d'apporter son expérience en matière d'équidé et puis en même temps de bénéficier d'un certain nombre de mutualisations, de méthodes et d'outils qui sont utilisés dans le cadre de la plateforme, que ce soit de la conception des protocoles jusqu'à la formation et l'analyse de la donnée et derrière l'évaluation des dispositifs, de manière à ce que eh bien, finalement on puisse faire progresser ce corpus méthodologique et ce corpus d'outils qui sont à disposition des épidémiosurveilleurs en ajoutant une expérience et un terrain d'application supplémentaire. Je terminerai en parlant d'évaluation. On a dit l'indicateur avec lequel l'épidémiologiste se lève. Il faut qu'il s'assure qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit construit correctement. Il faut qu'il s'assure qu'il serve bien à l'action. Et puis, ça c'était le soir, et bien, le lendemain matin, il faut qu'il y ait des gens qui puissent, d'une part, faire de l'évaluation externe pour s'assurer que bien, tout ça, ça a bien servi à quelque chose. Aujourd'hui, on manque de moyens partout. Et donc, c'est difficile de justifier auprès d'un bailleur de fonds qu'on continue à mener des actions si on n'est pas certain que derrière, la donnée qu'on a collectée, elle a réellement servi à quelque chose. Et l'évaluation, eh bien, ça sert à ça. Notamment dans le cadre de la plateforme, on mène un certain nombre d'évaluations externes de dispositifs. Et puis, il y a de l'évaluation interne, ce qu'on appelle les indicateurs de fonctionnement, indicateurs de performance, qui servent le jour où vous avez un évaluateur externe qui arrive avec sa cravate et son attaché-caisse. Vous pouvez lui montrer vos indicateurs de fonctionnement pour lui prouver que votre dispositif fonctionne correctement et qu'il est pertinent. Donc je terminerai simplement par quelques mots-clés. Si j'avais vraiment quelques messages à faire passer, ce serait de bien se rappeler que l'épidémiologie, ce n'est pas de l'individuel, c'est de la population, que l'épidémiologiste, il vit avec des indicateurs, donc il faut penser à lui quand vous construisez les indicateurs de prévalence. C'est difficile, de la représentativité, c'est pas toujours évident, c'est évident à concevoir, c'est pas évident à mettre en place. Et puis ces indicateurs, eh bien, ne pas leur faire dire des choses qu'ils ne sont pas capables de dire. Et puis derrière, eh bien, quand on les calcule, quand on fait de la surveillance, réellement, ça sert à quoi en pratique? Et pour que ça serve, eh bien, c'est des objectifs, c'est de l'analyse de données, c'est de l'organisation, c'est de l'appui technique et c'est de l'évaluation. Voilà, je vous remercie et je suis disponible évidemment pour quelques questions.